Bonsoir et bienvenue au Majuscule Propos. Ce soir, on va parler du Rwanda à travers l'art et la culture. Et on va parler de l'expression artistique au miroir de l'histoire. Ce soir, on est avec Atom, Diogène Nalinou, artiste, mais aussi patriote. Bonsoir. Vous allez bien? Très très bien. Alors maintenant, on est dans le bain de célébrer la libération du Rwanda, 31e anniversaire. Que représente pour quelqu'un comme vous la libération du Rwanda, l'anniversaire, le 31e anniversaire? Ça représente pas que le 31e, mais d'en être à fêter la libération, c'est en même temps la finalité de tout un combat, mais en même temps l'obligation de pérenniser les acquis de ce combat, quoi. Donc c'est au quotidien que ça se célèbre, mais c'est toujours très très important de penser aux sacrifices qui ont été consentis pour qu'on puisse en être là, de célébrer le Rwanda d'aujourd'hui, issu de tout ce combat. Oui. C'est immense. Oui, alors quand on parle de combat, parce que vous avez... je me rappelle de vous dans la pièce, la raison pour laquelle je vous ai invité, je me rappelle la pièce, votre pièce, la pièce. Alors, il y avait une illustration d'une histoire. Pourriez-vous nous parler un tout petit peu de l'histoire? Parce que quand on parle de combat, ce n'est pas tout le monde qui comprend l'ampleur du combat dont il s'agissait. De quelle pièce en particulier? La pièce quand vous avez joué, quand... J'en ai joué plusieurs. Hein. Alors non, la radio. Ah, Hate Radio. Mais ça a très peu à voir avec la libération, mais ça a plutôt à voir avec, avec le génocide. Mais donc ça s'appelle Hate Radio, c'est une pièce qui a été créée sur l'histoire de la radio RTLM. Et donc, si je traduis en français, ça serait la radio de la haine. Donc c'est une pièce dans laquelle je joue le rôle du tristement célèbre animateur de la radio en question, donc en la personne de Kantano Habimana. Donc voilà, c'est une pièce qui a été jouée ici, mais qui a été jouée dans je crois, entre 30 et 40 pays dans le monde, et qui continue l'année prochaine, ça sera à New York. Oui. Alors, maintenant, dans la région, dans notre région, il y a donc c'est comme une reproduction de ce qui s'était passé il y a longtemps. Maintenant, avec la haine, les histoires, donc les discours de haine. Vous, quel est votre point de vue? Est-ce que c'est quelque chose qui est lié comme au passé, ou bien c'est toujours quelque chose qu'on peut corriger? Ah ben, corriger, bien sûr, c'est un combat au quotidien, mais sinon. C'est dommage qu'on en soit là, en fait, hein, que ces thèmes, que ce genre de pièces soit nécessaire pour sensibiliser contre les dangers de quelque chose qui s'est déjà passé, dont on connaît les tristes et gravissimes conséquences. Donc, comme artiste, on aimerait bien s'en passer, parler d'autre chose, mais hélas, l'actualité ramène ces sujets au quotidien, et voilà. Et donc, on ne peut pas s'en passer, mais on aimerait bien s'en passer, mais on ne peut pas. Voilà, c'est encore d'actualité. Ça sévit encore, et particulièrement dans la région. Et puis à l'avantage de la révolution du numérique, des réseaux sociaux, voilà, les gens n'ont plus besoin de passer par comment dirais-je, les plateformes classiques pour faire passer des messages. Hein. Maintenant, quelqu'un peut s'arroger le droit de véhiculer des choses dont on était incapable de dire publiquement et ouvertement, parce que les réseaux sociaux le permettent de plus en plus. Et donc voilà, donc des pièces comme celle-là sont hélas encore nécessaires d'être présentées et jouées. Mais ça, c'était vraiment sur l'autre thème de la haine, du génocide. Ouais. Mais la libération, j'ai joué une autre pièce, un solo, qui s'appelle Carte d'identité, que je crois que tu avais vu aussi, ou les extraits. Et donc ça, c'est un one-man show, si on peut le dire comme ça, qui reprend ces thèmes. Le thème central, c'était le lien entre la grande histoire et la petite histoire. Et donc c'est un témoignage personnel de tout ce cheminement qui a fait de moi qui je suis, et qui, au profit de tout ce parcours, a pondu, a fabriqué un type d'homme que je suis, et quelque part qui a permis, ou qui a
qui a pondu ou fait naître l'artiste que je suis. Je le dis souvent que n'eût été l'histoire que j'ai traversée, que les miens ont traversée, ça m'aurait vraiment étonné qu'un jour j'aille où que ce soit pour faire des études de théâtre comme j'ai choisi de le faire, si ce n'était pour porter une certaine parole et un certain témoignage et partager un certain récit de vie individuel et collectif concernant les miens, dont la libération étant des ingrédients, parce que je reviens sur mon parcours personnel au sein du fameux Front patriotique rwandais, Oui. qui avait une branche armée, l'armée patriotique rwandaise, dont j'ai fait partie et qui fait aujourd'hui encore une des plus grandes fiertés de ma vie. Alors on revient dans le vif du sujet quand on parle du Rwanda à travers l'art et la culture. Comment ces concepts s'ancrent-ils dans l'identité, l'histoire du Rwanda? Pardon? Comment est-ce que les concepts, donc quand on est en train de parler le Rwanda, on parle de notre sujet, c'est le Rwanda à travers l'art et la culture. Comment ces concepts s'ancrent-ils dans l'identité et l'histoire du Rwanda? Euh, L'art et la culture sont nécessaires, hein, et quelque part deviennent des marqueurs d'identité, et sur le plan individuel et sur le plan collectif. Après les arts et la culture, ça devient des plateformes indispensables pour la transmission aussi de toutes ces valeurs dont il est question quand on parle d'identité. Donc, en Kinyarwanda, je crois que ça peut être Mwihariko, ça peut être Umuco, ça peut être Gakondo, Ibituranga, tout ce qu'on veut, mais ça revient à cette chose qu'on croit être plus ou moins unique, hein, ou alors si emblématique de nous-mêmes, comme entité collective en fait, comme les Banyarwanda, mais qui ne sont pas faites pour nous emprisonner dans un espèce d'entre-soi, mais qui sont faites aussi juste pour les partager au monde, sachant que nous avons des qualités et d'autres choses qui ne sont pas des qualités et qui font partie de qui nous sommes aussi. Ouais. Alors d'une manière concrète, est-ce que vous pouvez nous dire comment les artistes ont participé à la lutte pour la liberté et la reconstruction, surtout la reconstruction? Euh, Je pourrais pas Heureusement vous qu'il y a dire eu qui des vous a artistes, inspiré. heureusement qu'il y a eu des artistes qui ont participé à la libération et qui continuent à participer à la reconstruction, parce qu'il y a aussi des artistes qui ont participé à la destruction. Il y a des profils comme un certain Bikindi qui était à certains regards doué de talents artistiques rares, mais qui a choisi de les utiliser pour une cause indicible et condamnable. Voilà, mais il n'était pas moins artiste, hein. Donc du coup, heureusement qu'il y a eu des artistes qui ont choisi la bonne cause, hein. Et donc du coup, beaucoup d'exemples me reviennent à l'esprit. Il y a le grand frère Massamba ou le tonton selon certains, voilà, il y a parce que si on dit libération, on ne peut pas passer sous silence la lutte de cette libération pour aboutir à cette libération. La lutte a compris, je crois que le FPR a compris très tôt le rôle que devaient jouer les artistes dans cette lutte, hein, notamment dans la transmission des valeurs ou des idéaux pour lesquels le FPR s'était donné comme devoir de militer. Et donc du coup, très tôt, il a été constitué une troupe Indahemuka, qui fut très très célèbre dans ce qu'ils appelaient le fundraising. Et Indahemuka a été constitué de profils, pour certains d'entre eux que nous avions côtoyés dans des troupes de danse un tout petit peu partout à l'extérieur du Rwanda. Moi, j'étais à une école à Bujumbura, le collège Saint-Albert. Il y a des profils comme un certain Twahirwa Aimable qui ont été recrutés assez tôt. Il y a un immense artiste qui n'est plus, qui s'appelait Minan Elwema, chapeau vraiment à lui. Un immense artiste qui était on était dans la même classe à Bujumbura, à Saint-Albert, et qui, au le moment venu, a été, voilà. Donc,
eux, avec plein d'autres, avec des filles qui étaient à l'époque des filles, mais qui aujourd'hui sont des dames assez âgées pour certaines d'entre elles, hein, et donc qui n'ont pas hésité à donner de leur jeunesse et de leur talent comme contribution pour militer pour la cause qui a abouti à la libération. Donc Indahemuka comment dirais-je, a eu en son sein d'immenses talents, notamment, comment s'appelle-t-elle, oh là là, j'ai pas le droit d'oublier son nom, hein. Kamariza. Kamariza, c'est un monument. Kamariza fait partie de la troupe Indahemuka. Donc assez tôt, les artistes ont pris même pas le relais, ont été aux avant-premières, hein, aux avant-gardes pour militer. Et voilà, comme d'ailleurs dans l'histoire du Rwanda, ça a souvent été le cas. Et donc voilà. Et c'était donc prédictible que la suite aussi pour la reconstruction, ils continuent ce qu'ils avaient déjà commencé. Donc voilà, j'ai cité quelques-uns des exemples pour une troupe qui est très emblématique et pour signifier déjà la clairvoyance qu'a eu le leadership du FPR pour se dire que les gens qu'on appelle artistes ou abaranzi sont des acteurs clés quand on veut construire durablement. Et même ceux qui veulent détruire durablement savent qu'il faut dévoyer les artistes pour y arriver aussi. Oui. Avant de vous demander à propos du parcours de 31 ans, l'évolution de l'art au Rwanda, vous, à quel moment vous avez compris ou bien pris conscience que vous étiez artiste? Bonne question, mais je ne sais pas. Donc j'ai dit ça plus d'une fois que vraiment je n'avais jamais pensé qu'un jour, moi, j'irais, le jour où je prends la décision pour partir en Belgique, faire des études de théâtre pour être acteur au bout de 4 ans, j'ai été le premier à être surpris. Mais ce que je dois avouer, c'est que limite entre guillemets de tout temps, j'ai toujours eu cette envie, à partir du moment où j'ai compris que le parcours qu'étaient en train de traverser les miens en exil était un parcours qui n'était pas banal ou anodin, et qu'un jour se poserait la question d'en témoigner et par conséquent de transmettre cette histoire. J'ai commencé à prendre conscience que je faisais partie de ceux qui étaient parmi les plus habilités à porter cette parole, les mieux équipés, pas les plus légitimes, pas du tout. C'était pas la question de la légitimité, mais c'était juste la question d'être plus d'aptitude ou voilà. Donc du coup, si je portais cette parole comme dessinateur, et ça serait pas le meilleur profil ou la meilleure version de ce témoignage. Mais par contre, j'ai décidé de le porter par un profil qui me ressemblait le plus. Quand j'étais petit, à l'école, je faisais partie de ceux qui avaient une certaine audience. Voilà, et même plus tard, même à l'armée, quand j'ai été à l'armée, j'étais celui qu'on appelait aussi moral, et j'avais l'impression qu'il y avait toujours, entre guillemets, foule autour de moi, et puis plus tard à l'université, et plus tard au conservatoire. Mais c'était plus par devoir, on peut appeler ça par devoir de mémoire ou quoi, mais c'est plus par devoir de transmission, de transmettre ce qui a vraiment l'air assez tôt, à mes yeux, d'être apparu comme fondamental dans ce qui nous constituait comme peuple et comme individu. Alors, Atom, là maintenant, dans le contexte actuel, on voit les artistes, on voit dans tous les secteurs, il y a des désinformations. Et maintenant, je dirais que vous, votre profil est vraiment particulier puisque vous avez donc du côté de la culture, du côté de l'art, mais aussi du patriotisme, parce que un message, dans tout ce que vous faites, le message, ça montre que vraiment vous portez le pays, le Rwanda, à cœur. Alors maintenant, j'aimerais proposer un clip de Kimenyi, je pense que vous le connaissez. Hervé. Oui, Hervé. Lui qui parle de ses inspirations. Et puis on revient pour parler de le message, comment vous constituez un message, parce qu'on va parler de votre côté de comédien. J'ai le droit de lui faire un petit coucou à Hervé? Vous pouvez le faire. On va écouter Hervé Kimenyi et puis on revient avec Atom pour un commentaire. Il y a un metteur en scène que j'adore, c'est lui qui m'a appris cette phrase. Il m'a dit, ton rôle, déjà le rôle de l'acteur c'est d'écouter, ce n'est pas de parler, c'est d'écouter.
Et deuxièmement, ton rôle de stand-upper, c'est de simplifier un sujet qui a l'air complexe et de complexifier quelque chose qu'on a pris pour acquis, qu'on a pris pour simple. Tu vois, par exemple, quand tu dis une phrase comme genre « je vais encore en choquer certains », mais c'est vraiment du sarcasme, c'est du second degré, on respecte les religions des gens. Jésus a donné sa vie pour toi. Je fais, mais non, mais il est revenu. Après 3 jours. Donc à la base, si on compte en termes d'entreprise, Jésus m'a donné un week-end. Bah oui. C'est le week-end de Pâques, non? Bah oui. Littéralement, c'est ça qu'il m'a donné, vu qu'il est ressuscité. Mais en plus, il n'est même pas revenu. Donc, il est ressuscité, et puis il est parti, et puis il m'a laissé la boîte. Maintenant, c'est moi qui dois gérer, et à chaque fois, il me dit, mais t'inquiète, j'arrive. Donc cette phrase-là, elle peut t'avoir des ennemis de dingue. Mais si tu regardes bien la vérité, il t'a donné un week-end. Il t'a donné sa souffrance, oui, mais pendant un week-end. En plus, il savait qu'il allait revenir, donc on arrête les blagues. Donc c'est vraiment ce genre de truc qu'on fait. Et en fait, il y a des phrases toutes faites qu'on accepte. Et que moi, je refuse. Genre, depuis que je suis gamin, hein, des phrases du style, parce que c'est comme ça. Mais non, c'est pas comme ça. Ça se fait pas tout seul. Il y a quelqu'un derrière qui vient de le faire. Genre, en Afrique de l'Est, j'adore, la pluie est tombée. Ils disent pas il pleut, ils disent la pluie est tombée. Ils connaissent le coupable. C'est la pluie qui est tombée. Mais ici, on dit il pleut. Genre, il y a des tas de choses que les humains disent où ils se déresponsabilisent totalement. Combien de fois tu as entendu le verre s'est cassé? Comme si c'est de lui-même que... Et tu vois ça? Pas j'ai cassé le verre, ou il a cassé le verre, ou on ne pointe personne du doigt, ni on pointe. Non, ça s'est fait. Et cette tendance, elle fait qu'autour, en termes de plus grand et de la population, non seulement ça se fait tout seul, mais en plus, ça va se régler tout seul. Et ça, c'est une dinguerie pour moi. Et donc, je dis, si on arrive à pointer du doigt toutes ces absurdités de tous les jours, on dit, mais vous êtes vraiment sérieux, hein? Vous êtes sérieux? Et qu'on dise des choses. Moi, je n'invente rien. Tout ce que je dis, c'est là. C'est vérifiable, c'est vrai. Alors ici, on parle d'un message à la base pour créer un contenu en comédie, mais aussi la responsabilité. Donc, si on prend dans le contexte actuel, est-ce que dans votre carrière, parce qu'on ne peut pas parler de votre carrière sans parler du Rwanda, parce que tout au long de votre carrière, vous portiez le Rwanda à cœur. À quel moment, donc, quelle expérience pourrions-nous retourner dans une situation où vous avez vraiment abordé un sujet tabou dans la comédie? Ce n'est pas la question de porter un sujet tabou, hein. Je suis très peu du genre à faire pour que ce soit genre celui qui a abordé un tabou en premier, ou alors qu'il puisse être dit que j'ai fait tel truc pour la première fois, ce fut inédit ce que j'ai fait. Ça a très rarement fait partie de mes moteurs. Mais je parle du Rwanda parce que c'est le Rwanda qui m'a porté sur scène, en fait. C'est la, comment dirais-je, la nécessité et la conscience indéfectible. Peut-on dire que c'est votre contribution? Aussi, mais c'est surtout la très forte conscience qu'il doit être question du Rwanda, que ce que le Rwanda est en train de vivre, dont j'étais témoin tout petit, de l'exil à aujourd'hui, que ces histoires-là n'avaient rien de banal et qu'elles devaient un jour être racontées. Et c'est possible, même pas idéalement, mais si je peux faire partie de ceux qui en parleraient et relayeraient ce genre de témoignages concernant les miens, ça serait un honneur. Donc du coup, je ne peux pas me passer de parler du Rwanda, parce que quelque part, c'est cette réflexion sur le Rwanda et sur son vécu et sur ses récits qui ont fait de moi l'homme de théâtre que je suis devenu. Donc du coup, c'est comme, je ne sais pas si c'est un retour d'ascenseur ou quoi, c'est normal. Ce n'est que justice faite, en fait. Ce n'est que, voilà. Alors, sur le plan de l'humour, par exemple, parce qu'on le veuille ou non, j'en suis conscient, je suis un tout petit peu considéré ça et là comme celui qui a initié, voilà,
la scène comique au Rwanda, je le dis avec toute l'humilité d'usage, me doit plus ou moins pas mal. J'ai reçu de ceux qui m'ont précédé et j'ai donné à ceux qui m'ont suivi. Et voilà, donc ceux qui sont venus, ceux qui sont arrivés après moi, ils savent qu'il y a eu un moment, il y a eu un avant et un après par rapport à la vie de cette scène comique au Rwanda. Et ce que j'appellerais pas ça tabou, mais il y a des choses qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre sur scène et dit avec ce ton-là. Notamment, par exemple, dans ma pièce Carte d'identité et dans d'autres sketchs que j'ai pu faire. Donc, je m'attarde longuement sur la lutte dans mes yeux d'adolescent. Quand je quitte mes parents à Bujumbura et que je fais partie de l'armée, les séances de recrutement, de morale, comme on disait, c'était très dur, mais c'était risible plus d'une fois. Et donc, comment rendre compte de ça, en témoigner, mais sans donner l'impression qu'on est en train de se moquer de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Et au contraire, que même quand c'est risible, au lieu que ça soit perçu comme une moquerie, que ça soit perçu comme un hommage que tu es en train de rendre à ceux qui sont encore aujourd'hui et particulièrement à ceux qui ne sont plus. Et alors ça, je crois que j'y suis arrivé quelque part, mais j'y suis arrivé parce que je me suis donné en amont, longtemps avant de traiter sur scène, je me suis donné le temps de m'immerger dans cette histoire, de m'immerger et de créer en moi l'envie de rendre hommage. Donc du coup, j'y suis arrivé avec une certaine maîtrise, en tout cas jusque-là, parce qu'avant de les traiter sur scène ou ailleurs, je me suis donné le devoir de m'y immerger vraiment. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup côtoyé les protagonistes de cette histoire avec le souci de leur rendre hommage comme ils le méritent le plus fidèlement possible. Donc ces récits de lutte, ces récits autour de l'univers des rescapés, même de temps à autre autour de la manière dont le génocide se passe, ou s'est passé, ou quand on en réchappe péniblement ou pas, comment peux-tu te permettre d'être en décalage avec la manière classique de l'aborder? Ça demande vraiment tellement de tact que tu ne peux pas improviser. Ça ne s'improvise pas. Et en ce sens-là, je peux te considérer plus d'une fois d'avoir abordé certains tabous peut-être. Oui. Vous avez porté deux messages très importants qui on peut contextualiser et essayer de trouver une solution aujourd'hui dans le contexte actuel dans la région des Grands Lacs. Maintenant, il y a les réseaux sociaux, c'est plus la radio, c'est plus la télé, mais on voit sur les réseaux sociaux, mais sur nos téléphones, sur les WhatsApp, on voit des audios, des vidéos et tout ça. Alors, quand vous avez parlé de l'exil jusqu'à l'actuel, enfin jusqu'à l'histoire de la libération, l'anniversaire 31 ans. Le fait de banaliser, c'est ça que vous n'appréciez pas. Alors là, si on contextualise, si vous comparez par rapport à il y a longtemps, parce que vous avez joué cela, vous avez vécu cela. Aujourd'hui, quel danger est-ce qu'on court si on banalise ce qui est en train de se passer et quel message, parce que dans votre secteur, vous pouvez encourager plusieurs artistes? Comment dire? J'aime un adage en Kinyarwanda qui me responsabilise, qui me permet un peu d'avoir un regard plus ou moins cool par rapport à ce qui se passe. En Kinyarwanda, il y a une sagesse qui dit Nta gihe kitagira abubu. Alors le piège, c'est de se dire qu'on est abubu éternellement et qu'on est là, qu'on est Gen Z ad vitam aeternam. Non. Nos parents, nous les avons vus avec la barbe, mais ils ne sont pas nés. Mon père n'est pas né avec une barbe, hein, mais à un moment, il a poussé. Donc, du coup, aujourd'hui, tu ne l'as pas. Du haut de tes 20 ans, 23 ou 25 ans, tu te dis, mais voilà, mais dans moins de 3 ans, plus aujourd'hui, avec ces moyens que tu évoquais, ça passe tellement vite que dans peu de temps, du haut de tes 25 ans,
tu te sens dépassé, hein, tu te sens vite dépassé par rapport à... Maintenant, il y a l'intelligence artificielle et tout, donc du coup, euh, banaliser ce qui ne doit pas l'être, ça ne profite à personne. D'ailleurs, ça peut nous coûter très cher. Le problème, c'est que quand il faut payer les pots cassés, on les paye collectivement. Ce n'est pas seulement les responsables d'une certaine manière de faire qui sont les seuls à payer. Quand on a laissé s'ancrer une manière de faire et de voir les choses, qu'on a laissé faire alors qu'on devait la condamner, la fustiger, pour ne pas dire la combattre, on finit par lui donner une chance d'être la manière la plus répandue de procéder, et on finit par faire croire à ces gens qui en sont porteurs que c'est vraiment les donneurs de, comment dirais-je, de là, comme on dit, que c'est ça les opinion leaders Kinyarwanda, ils ont créé un truc, Abavugariki Diana. Les Abavugariki Diana, à un moment, ils se disent que c'est les seuls faiseurs de rois. Et moi, ça m'inquiète personnellement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au Rwanda. Je ne peux pas comprendre comment, sous prétexte d'avoir des views, comment tu peux te permettre de passer du commentaire de match de Rayon Sport contre APR. Et puis même pour ça, tu n'invites pas les entraîneurs de foot pour qu'ils qui ont une expertise, comment dirais-je, qu'ils garnissent ton commentaire et ton expertise par rapport à ça. Et non, tu te dis que tu te suffis. Et juste après, commentaire de foot, tu vas sur la fille qui a été aperçue avec mini-jupe au Biké Arena ou quasi dénudée. Tu y vas. Sur le moralisme et la moralité, et tu n'es pas évêque à ce que je sache, tu n'es pas, je sais pas moi, dans l'éducation à ce que je sache, et là aussi tu te dis que tu te suffis, et après ça tu vas aller sur la géopolitique régionale, M23 et compagnie, et là encore une fois tu crois que tu te suffis, et pendant 3 heures tu auras été le seul qui aura parlé de la géopolitique, de l'économique, enfin bref, du franc rwandais, du taux du jour du franc rwandais et compagnie, et à aucun moment tu n'as eu l'humilité de te dire peut-être que ces choses, il y a des experts beaucoup plus habilités à qui je pourrais donner la parole pour éclairer. Et cette manière de faire, particulièrement pour les plus jeunes que nous, m'inquiète beaucoup. M'inquiète et me fait rire à la fois, parce que quand on est, j'allais sortir en gros mots, c'est pas bien, comme je passe à la télé nationale, mais quand on est... un de nos invités aime dire qu'il faut être élégant à la télé. Oui, pas qu'à la télé. Mais quand on sait peu et qu'on cherche à faire savoir qu'on sait beaucoup, pour pas dire qu'on sait tout, eh ben personne n'est dupe, ça se voit et ça finit par se savoir. Donc ça me rassure. Mais il y en a qui ne le savent pas. Et donc qui n'ont que toi pour voilà, et puis parce qu'il y a un côté addictif de ces histoires, et ça m'inquiète, et particulièrement le rôle de ce qu'on appelle communément les influenceurs, et particulièrement dans un contexte comme celui-ci. Nous fêtons la libération, mais nous sommes entourés d'enjeux régionaux qui nous enjoignent à rester vigilants au quotidien, à ne pas banaliser ce qui ne doit pas l'être. Et ces gens, influenceurs ou pseudo-influenceurs pour certains d'entre eux, devraient avoir ça comme conscience et pas tout le temps avoir l'excuse de la jeunesse et de l'âge. Nous fûmes jeunes. Je le suis, je me sens jeune. Et pour certains d'entre nous, c'est à nos 17 ans, 18 ans que nous nous sommes retrouvés dans ce parcours, voilà, lutte et tout ça là. Donc nous avions leurs âges et nous ne nous permettions pas ces facilités dont ils se permettent aujourd'hui pour traiter dans la plus stricte des banalités, plus vile et plus vulgaire des banalités, des choses qui nous fondent, des choses dont nous devons beaucoup. Vous comprenez? Et ça, vraiment, je le dis en regardant la caméra, abakuru n'abatoya tuzirikane ko nta gihe kitagira bubu. Demain, notre audience on nous parler regardera. français. Oui, demain on nous regarde. Non, il y a des choses qui se disent mieux en Kinyarwanda. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Mais vraiment, ça c'est un truc. Je n'ai rien contre les réseaux sociaux, mais il faut en faire bon usage. Oui. Et puis En fait, l'autocélébration, un moment.
enough is enough. Oui. En tout cas, pour vous rassurer, maintenant, il y a, dans le contexte de la transmission et tout ça, euh, depuis, je pense, 1 an et demi, depuis l'année dernière, parce qu'on a vu que dans le cas de la transmission d'une génération à une autre, parce que le Rwanda, après 30 ans, c'est une autre génération. Donc, la transmission, donc, je pense que vous aussi, vous avez commencé à partager aux plus jeunes votre expérience et tout ça dans votre parcours. La transmission, on va d'abord revenir sur 2 jeunes Rwandais de la diaspora rwandaise donc, qui sont aux États-Unis, qui nous parlent parce qu'on va revenir sur votre maintenant, vous avez parlé localement, mais à l'international aussi, parce que vous avez eu des performances internationales. Mais pour vous rassurer, je veux dire que maintenant, il y a cet esprit de savoir ou bien d'avoir envie d'apprendre des plus grands, des aînés, je dirais. On revient d'abord, je propose qu'on écoute Amanda et Manzi. Je préfère qu'on écoute tout d'abord, je vais proposer récemment au mois de juillet, au début de juillet, parce qu'on est toujours dans la célébration de la libération, il y a eu Rwanda Convention 2025 aux États-Unis, il y avait aussi Expo en Chine. Il y a plusieurs activités où le Rwanda était représenté sur la scène internationale. Après avoir écouté Amanda et Mandy, on va revenir sur vous parce que vous aussi, sur la scène internationale, vous allez nous partager votre expérience. On écoute Amanda et Mandy qui nous parlent de ce que représente le Rwanda Convention ou bien toute sorte de réunion qui est comme Rwanda Day. De reprendre à un appel de patriotisme et d'engagement, c'est une chance d'apporter ma pierre à l'édifice, que ce soit en partageant mes idées, en soutenant des initiatives communautaires ou tout simplement en étant présente pour mobiliser les autres membres de la diaspora. Pour moi, c'est un moment unique où le Rwandais et les amis du Rwanda venus des différents coins du continent nord-américain se retrouvent pour célébrer notre unité, partager nos expériences et tisser et renforcer nos liens. On ressent vraiment la fierté d'appartenir à une communauté qui porte haut les valeurs et les traditions de notre pays. Ce fut une occasion unique pour les Rwandais vivant à l'étranger, en particulier ici aux États-Unis, de se retrouver et de célébrer l'incroyable parcours du Rwanda au cours des 31 dernières années. Ce fut donc un week-end exaltant, marqué par des célébrations intergénérationnelles de notre histoire commune, de notre culture et de notre identité, et ponctué de rappels constants que même loin de notre terre natale, nous devons rester liés à elle et participer activement à son développement et à sa sécurité. Alors, on vient d'écouter Amanda et Yann. Et ça veut dire que le Rwanda, ce n'est pas le Rwanda ici, 13 millions d'habitants. Il y a aussi la diaspora rwandaise. Et ce sont des jeunes qui disent, lorsqu'ils ont l'opportunité de rencontrer d'autres communautés, les Rwandais d'ailleurs, et aussi les amis du Rwanda, ils se sentent très bien parce qu'ils partagent la culture. Cet effort de représenter le Rwanda ailleurs. Pourriez-vous nous décrire votre expérience en termes quotidiens? Ouais, j'aimerais d'abord, avant d'aborder ça, dire quelque chose sur le statut du Rwanda, parce que j'ai l'opportunité dans mes activités, pour ne pas dire ma carrière, d'observer le Rwanda de l'extérieur et de l'entendre de la bouche des autres qui l'observent de l'extérieur, et très souvent des non-Rwandais. La curiosité, la saine curiosité qu'ils ont par rapport à ce qui se passe au Rwanda est une question éminemment méritée, à l'actif particulièrement du leadership de ce pays au sortir des affres du génocide, et sous ce leadership éminemment éclairé par ce président que tout le monde nous envie, particulièrement des Africains. Et donc du coup, ça serait un peu inexplicable que d'autres d'ailleurs viennent et accourent et accostent les Rwandais pour leur demander ce qui est en train de s'y passer, parce qu'ils sont assoiffés, ils ont l'impression que ce qui s'y passe est inédit à plein d'égards, et que les Rwandais restent, comment dirais-je, en deçà de ce mouvement. Et donc c'est tout à fait normal que les Rwandais, particulièrement en diaspora, soient au centre de cette chose. Et c'est pas mal
que l'autre génération s'en empare aussi. Et ça, c'est quelque chose d'éminemment emblématique des Rwandais, particulièrement quand ils sont loin de chez eux. Et ce n'est pas tout, c'est pas une critique que je fais à d'autres pays ou à d'autres diasporas, mais le fait que le Rwanda étant des rares États-nations qui ont survécu après la colonisation et tout, fait en sorte que, paradoxalement, ce que nous avons vécu a été la conséquence d'une désunion, mais paradoxalement, il est très facile de les unir en fait, parce que les Rwandais partagent éminemment de choses en commun, alors que, je ne sais pas moi, d'autres nations africaines, leur peuple ne partage pas autant que nous, qui partageons notamment la même langue. Et donc, moi, ce concept, je l'appelle Ishyaka ry'u Rwanda. Ce concept d'Ishyaka ry'u Rwanda, la manière dont les parents le transmettent et la manière dont les jeunes et les plus jeunes se le partagent et le portent, font partie des choses qui m'émeuvent beaucoup. Et donc, je n'en suis pas surpris. Et voilà, tu m'avais posé la question aussi par rapport à moi-même. Oui, bien sûr, non, mais avant, je vais faire un commentaire à ce que vous venez de dire, Ishyaka ry'u Rwanda. Sur le plateau même de Majuscule Propos, il y a eu des analystes politiques récemment, ce mois même. Ils ont dit que vous étiez en train de faire une appréciation. Vous venez d'apprécier le Rwanda, donc la particularité. Alors, ils ont dit peut-être qu'il y avait, parce que le président de la République, lors de la libération, 31e anniversaire de libération, il avait dit, il posait une question de savoir vraiment, il ne comprend pas comment un petit pays comme le Rwanda, comme eux, ils disent, ces gens qui disent sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'un petit pays comme le Rwanda fait lever tout le monde pour que tout le monde crie sur les réseaux sociaux. Et quelques jours après, sur le plateau de Majuscule Propos, un des analystes a dit, je pense que le fait qu'il y avait un script, peut-être, et que le Rwanda a défié ce script. Donc, c'est comme en Afrique, c'est censé être comme ça, mais le Rwanda est en train de défier. Quel est votre point de vue sur ça? Exactement, c'est vous qui amenez le Rwanda a déjoué les pronostics. Hein. Au mieux, on nous prédisait la Somalie, au pire, l'Afrique. Enfin, on avait tout pour être perdu à jamais. Et grâce à, encore une fois, un leadership, comment dirais-je, qui a répondu au rendez-vous d'une manière rarissime, plus que convenablement, ce qui devait nous casser à jamais. Au lieu de nous casser, nous n'y sommes appuyés pour imaginer un autre futur possible. Et le Rwanda, je crois que si c'était un pays hors d'Afrique, hein, je crois que les prix Nobel, on les compterait, je ne sais plus, un minimum par dizaines, hein, au minimum, hein, dans toutes les sphères. Hein. Mais voilà, je trouve que l'Afrique, en tout cas, j'ose espérer que ce soit la dernière génération, a une histoire écrite d'avance. Une version de l'histoire dans laquelle nous avons notre propre part de responsabilité. Alors, je suis mal placé pour en parler parce que je suis rwandais, mais c'est vrai que, vu du Rwanda, à partir de ce petit lopin de terre qu'est le Rwanda, il est en train de s'écrire une histoire qui suscite la curiosité et très souvent l'admiration par d'autres Africains et aussi par des gens très, très lointains. On serait étonné, tout à l'heure tu as parlé du Japon, j'ai été jouer au Japon, j'ai senti le nombre de gens qui suivaient régulièrement ce qui s'y passait et qui se rejoignaient tous à dire que ce qui s'y passait était quelque chose qui non seulement était à plein d'égards inédite, mais qui valait la peine de servir d'inspiration. Voilà, donc on est mal placé pour le dire, mais j'en parle de manière décomplexée. J'en suis fier d'être issu de ce peuple qui, au sortir de ce que nous connaissons, qui s'est passé sur un des continents dont la gestion des affaires publiques n'a pas souvent été, en tout cas ces derniers temps, l'une de ses qualités maîtresses.
de cette contrée-là, ou de cette contrée-ci, un nouveau chapitre qui inspire, qui devrait d'ailleurs inspirer plus qu'il n'inspire aujourd'hui, est en train de s'écrire. Et moi, ma plus grande consolation, c'est que vraiment, c'est en train d'inspirer l'Afrique et particulièrement une frange de sa population qui m'interpelle beaucoup, la jeunesse africaine. Ouais. La jeunesse africaine, les étudiants gabonais, soudanais, érythréens qui viennent ici sont en train de, comment dirais-je, d'être marqués par ce qu'ils vivent au quotidien dans ce pays. Et c'est sûr que de retour dans leur pays, ils s'inspireront des pratiques positives qu'ils ont vues ici et qui font notre fierté aujourd'hui. Mais nous aussi, on a des choses que nous allons et qui sont dignes de nous servir d'inspiration ailleurs en Afrique et ailleurs en dehors d'Afrique, et qui sont dignes d'être, comment dirais-je, dupliquées ici ou servir de modèle pour les pratiques à innover ou à créer ici. Atom, merci beaucoup. Alors, dans votre langage en tant qu'artiste, parce qu'ici on parle de Rwanda à travers l'art et la culture, devrions-nous créer, parce que là, comme on dit, pays aux 1000 collines, bien sûr, il y a plus de 1000 histoires, nouvelles histoires de reconstruction, de résilience, d'unité qui sont là, visibles. Mais est-ce que, en tant qu'artiste, puisqu'il y avait la radio, donc Radio 2N, il y avait aussi la carte d'identité, pensez-vous qu'il faut créer d'autres projets ou bien transmettre déjà ce qui était là? Parce que maintenant, la transmission, ce n'est pas la transmission de bonnes choses. Maintenant, il y a la transmission de la haine. Parce que là, on voit qu'un enfant de 12 ans, tout ce qui est en train de se reproduire. Quel est votre point de vue sur ça? Est-ce qu'il est question de recréer d'autres projets d'art? Ce qui est comment dirais-je, ce qui est regrettable, c'est que dans ce monde aujourd'hui qui est devenu comme un village, le fameux village planétaire, ça ne suffit pas, ça ne rassure pas que d'avoir assaini son propre environnement. On peut dire vraiment que du point de vue des discours de haine, aujourd'hui, tout a été mis en place au Rwanda pour que ces choses ne se passent pas sur le sol rwandais. Celui qui se permet ce genre de discours, il sait qu'il est passible de poursuites pénales. Et tant mieux. Et donc, du coup, un travail immense a été réalisé au Rwanda, mais ce n'est pas le cas dans notre voisinage et dans notre voisinage immédiat. Et malheureusement, ce qui se passe avec les réseaux sociaux, même ce qui peut se dire très très loin, même pas forcément dans notre voisinage immédiat, peut avoir des conséquences sur notre propre jeunesse. Donc, du coup, ça ne suffit pas que de se dire on fait des choses et c'est relayé, on vulgarise et tout ça là à notre propre échelle, parce que cette échelle-là est petite. Donc du coup, je crois qu'il faut vraiment mutualiser les efforts, les activistes d'ici et d'ailleurs, pour essayer de faire des choses qui valent la peine d'être diffusées le plus largement possible au sein de leurs opinions publiques respectives, et pas se contenter de se dire que en tant que Rwandais, nous avons agi dans notre périmètre éminemment limité vu la taille de notre pays. Il faut être conscient que ce qui peut se créer dans les diasporas ou se dire ou se fomenter ailleurs peut avoir des conséquences, hélas, négatives sur les nôtres et particulièrement sur notre jeunesse et entraver et limite mettre en péril tous les acquis que nous avions engrangés jusque-là. Ouais. Donc il nous faut rester vigilants. De tous les jours, les jours. Dans le quotidien. Alors, la lutte continue, mais... oui, la lutte continue. Alors, Atom, à part les initiatives nationales comme Rwanda Day ou bien tout ce qui se célèbre au niveau national donc, en la faveur de la diaspora, quelle est votre expérience, quelle est votre contribution quand vous avez commencé à faire des performances internationales? Quelle était votre contribution en termes de promouvoir la culture rwandaise? Moi, c'était juste par une révolte gentille. Vraiment, je m'étais rendu compte que cette époque où ce qui nous concerne devait être raconté par les autres devait arriver à sa fin. Et donc, du coup, je ne suis pas le seul.
on est plusieurs artistes de ma génération qui l'ont quasi décidé en même temps. Et comme par hasard, c'est au sortir voilà, de la plus grave des crises que notre nation ait jamais vécue, à savoir le génocide contre les Tutsis de 1994. Et donc, du coup, je n'y pouvais rien, vu que c'est ça qui m'a amené vers la scène et vers les arts. Il était tout à fait normal que la suite, ça puisse être, comment dirais-je, il puisse être question aussi de ce combat, apporter de ces récits, apporter de ces témoignages à partager. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai fait au travers de ces pièces que tu as évoquées et d'autres, au travers de la littérature aussi, parce que j'ai écrit, et au travers aussi des sketchs. Alors, pas qu'à l'international, en interne aussi, parce qu'il était, il était fondamental pour moi d'être conscient qu'il y a des choses pour lesquelles je n'étais pas le seul talentueux et qu'il y avait d'autres, mais qui avaient des talents et des possibilités un peu inhibées et qu'il fallait que quelqu'un ou des gens puissent leur servir de modèle. Et dans ce sens-là, je suis heureux d'avoir un tout petit peu servi de, comment dirais-je, de modèle quelque part, mais sans prétention aucune, hein, pour que dans mon sillage, comme moi-même personnellement dans le sillage de ceux qui m'ont précédé, ils puissent avoir comme un passage de témoin, et, ou pas forcément un passage de témoin, mais même de se sentir entouré quand on est engagé dans ce choix ou dans ce combat. Et donc du coup, ce n'est pas fini. Et c'est très touchant de ne plus se savoir seul, ou alors quelques-uns, mais de sentir qu'il y a plein, qu'il y a tout un mouvement, et que les arts, on leur reconnaît de plus en plus ce rôle-là dans la société, ici comme en diaspora. Et d'ailleurs, ça devient un prisme par lequel, même à l'international, les gens, quand ils viennent sur le Rwanda, ils savent qu'il suffit d'aller regarder tel film, il suffit de lire le dernier bouquin de Gaël Faye pour savoir ce que... Donc, tu vois, alors que ce n'était pas donné avant qu'il y ait ce genre d'actes qui ont été posés. Et donc voilà, je dis chapeau à tous ceux qui ont répondu présents à ce rendez-vous et dont on doit beaucoup. Ouais. Alors, pour conclure, quand on parle bien d'une manière concrète le Rwanda à travers l'art et la culture, maintenant, quel message pourriez-vous donner à ceux qui sont dans le domaine de l'art et la culture, précisément l'art, si vous permettez, l'humour, parce que maintenant on comprend qu'on porte ce qu'on a, le message on le porte ici d'abord à l'interne, mais aussi à l'international. Quel message pourriez-vous donner à ceux qui sont encouragés, ceux qui souhaitent emprunter votre chemin? Vous pouvez leur parler de l'expérience qu'il y a eu? Notamment, mais 3 choses ou 3 mots. Le premier, c'est devoir de, comment dirais-je, de responsabilité. Responsabilité. Deuxièmement, responsabilité. Responsabilité. Et troisièmement, responsabilité. J'insiste beaucoup sur ça. On peut parler de dignité, on peut parler de... Mais comment dirais-je, en anglais, c'est un peu peut-être accountability, ou quelque chose, se dire que l'acte qu'on est en train de poser, il y aura peut-être un avant et après, mais sans prétention aucune, mais avoir cette conscience que ce n'est pas parce qu'on transmet de manière légère que c'est léger, et qu'il y a être empreint de cette conscience de responsabilité quand on a l'honneur de poser un acte qui se pose en public. L'artiste n'existe pas s'il n'y a pas son public. Si tu n'as pas tes lecteurs, ça ne sert à rien d'écrire. Si tu n'as pas ton public, ça ne sert à rien de jouer. Donc du coup, il y a beaucoup de gens qui font des choses dignes, mais qui ne les font pas en public, qui n'ont pas besoin de public pour les faire. Et ces gens-là n'ont pas la même aura que les artistes que nous sommes. Donc du coup, les artistes que nous sommes devraient de plus en plus être empreints de ce sens de responsabilité. Et vu de temps en temps les dérapages dont certains d'entre nous font montre, j'en appelle même à l'urgence de la
Responsabilité. L'urgence de la responsabilité. Pour le Rwandais, pour l'Africain. Oui, pour l'Afrique, voilà. Et pour le citoyen, pour l'humain en général, quoi. Voilà. Ok. Ouais, Alors, voilà. je vais revenir pour un dernier point, pour revenir sur la carte d'identité. Quand vous parlez de responsabilité, pourriez-vous aborder ça dans le sens de la carte d'identité? La raison pour laquelle je pose cette question, c'est parce que maintenant, il y a ce problème dans la région. Donc, l'identité. Un dernier message. Pourriez-vous conclure sur... L'identité n'a jamais posé un problème. C'est le tripatouillage de l'identité qui a posé problème. Si ça ne coûtait pas cher au final, j'aurais envie de dire, tu sais, comme un enfant à qui tu interdis de jouer avec le feu et qui s'échine à jouer avec le feu, à un certain moment, tu as envie de lui dire, continue comme ça, tu vas te brûler. Mais comme tu ne sais pas, et que toi tu sais qu'il risque de se brûler à un degré gravissime, qui mettrait en péril sa propre vie, tu ne lui dirais pas ça. Donc c'est pas pour infantiliser les publics d'ici et d'ailleurs, mais il y a des choses, on ne joue pas avec le feu, et nous, ça nous fait passer pour des prétentieux comme Rwandais, hein, mais j'assume et nous assumons, sans prétention aucune, je crois que nous parlons d'un pays qui a connu ce qu'il a connu parce que des gens, face à des sujets éminemment graves, se sont permis une légèreté plus que condamnable. Et 31 ans plus tard, ou même des générations plus tard, on continue encore à en faire les frais. Et donc, du coup, stop, on ne joue pas avec ça. L'identité devrait être une source de richesse, en fait, hein, particulièrement dans des sociétés comme dans certains pays lointains qui nous entourent, où ils ont une diversité que nous n'avons pas. Et cette diversité-là devrait être convertie en force et en richesse, hein, et pas servir de tremplin pour porter des choses inavouables ou indicibles, graves et condamnables. Voilà, ça doit être condamné et condamné et combattu. Voilà, par tous les moyens, intellectuels, citoyens, artistiques, mais les combats ont des niveaux. Et voilà, je ne lésinerai pas sur certains niveaux de combat parce que le mal ne doit pas être toléré sous même sa plus banale des formes. Voilà. Merci beaucoup pour avoir répondu à notre invitation. Prie. Merci beaucoup. Voilà, nous venons à la fin de notre programme Majuscule Propos. On était avec Atom, que tout le monde connaît Atom, et c'est Diogène Nalindwa. On parlait du Rwanda à travers l'art et la culture. Lui, en tant qu'artiste, son message, c'est que vraiment chaque artiste doit connaître le message, l'histoire du Rwanda et aussi le porter. Et il finit par dire en 3 mots, responsabilité, responsabilité, responsabilité. Ce qui veut dire qu'il est la responsabilité de tout un chacun de connaître son histoire et de la partager et de la protéger. Vous étiez avec Amandine Dikouma Sabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.